À l'automne 2021, BLR est un écrivain de fiction reconverti en théoricien de la création littéraire. Et TB est un sociologue marxiste, reconverti en écrivain de fiction. À quoi pense-t-il lorsqu'aux alentours du mois de septembre, ils entrent en contact avec des financiers et se mettent à organiser des ateliers d'écriture avec eux? Et qu'ils reçoivent pour cela des financements de Fablit, de la MSH Paris Nord et de l'EUR Artec. C'est le moment de dire merci. Des financements publics pour des ateliers d'écriture avec des financiers. Ce ne serait pas la première fois. Une fois par mois, dans des locaux prêtés par une coopérative anarchiste, on voyait merci à eux, on voyait de petits groupes de financiers et de financières se rendre dans une salle aux murs couverts de posters de Noam Chomsky pour fabuler. Car tout commence avec le concept de fabulation spéculative, avec Donna Haraway qui fait un constat. Les sciences modernes sont des savoirs situés dans un environnement de mythes et de fiction qui orientent les recherches vers la figure du mâle dominant, du chasseur de butin. L'outil, l'arme, le mot, c'est ça, anthropos. C'est l'histoire de l'homme en chasseur cherchant à tuer et à ramener son effroyable butin. Face à quoi il s'agit, selon Haraway, d'inventer des fictions scientifiques en explorant le genre de la SF, un concept qui prend de multiples significations, science fiction, scientific facts, situated feminism, string figures et surtout speculative fabulation. La fabulation spéculative doit, toujours selon Haraway, changer le monde en racontant des histoires du point de vue des dominés, des peuples colonisés, des femmes, des classes populaires, mais aussi des autres espèces. Par exemple, ici, les champignons. Anat Singh réussit à raconter l'histoire du monde depuis le point de vue de quelques associés fongiques. Elle signe là une fabulation spéculative, un genre SF crucial par la théorie féministe. Et c'est ici que la démarche de BLR et TB pose un premier problème. Et pas des moindres. Les points de vue alternatifs d'Haraway n'incluent certainement pas ceux des financiers pour la plupart des hommes blancs, riches, urbains, occidentaux et dominants. Pourquoi s'approprier le concept de fabulation spéculative pour s'intéresser aux dominants? Par opportunisme? Pourquoi s'approprier la pensée de Donna Haraway pour donner la parole à ceux dont les discours colonisent déjà la littérature? Une situation inconfortable. Mais assez vite, BLR et TB se rendent compte d'un fait surprenant. Lorsqu'ils tentent d'entrer en relation avec des financiers à partir de l'été 2021, les rares réponses qu'ils reçoivent leur révèlent que les financiers préfèrent éviter le regard de la fiction sur leurs activités. Ces derniers n'étant pas sans savoir que quantité de fiction mettent en scène leurs grotesques obsessions pour l'avidité et l'accumulation de richesses. Que l'on se rassure, après une bonne cinquantaine de mails et de coups de téléphone, BLR et TB finissent par trouver des interlocuteurs et des interlocutrices. À la fin de l'été 2021, des salariés d'une grande banque européenne acceptent, à titre individuel, de participer à des ateliers de fiction. Seulement, ils se heurtent à un obstacle de taille. Les financiers refusent de porter une parole financière. Ils ont accepté de venir pour écrire des fictions situées, relatives à leur travail, en tant que financiers, mais ils refusent l'obstacle. Les salariés de la grande banque européenne ne se reconnaissent pas comme financiers. C'est le cas de Nacera, une juriste devenue commerciale dans une salle de marché sur des questions relatives à des contrats de plusieurs millions d'euros liant son institution à des banques internationales. BLR et TB ont donc eu cette idée. À coup de fiction, coloniser la finance, écrire dessus, dessous, avec, contre, en parallèle, en traître, à bras-le-corps, en loose dé, que sais-je. Je suis à un atelier d'écriture dont j'ai participé à trouver l'intitulé « Écrire en financier » et je ne sais ni écrire ni ce qu'est le financier. J'essaie d'arrêter de poser la question, je me suis mise dans cette situation de mon plein gré, à moi de m'en débrouiller. Les autres participants aussi ont l'air décontenancés, mais leur décontenance n'est pas la mienne, leur place n'est pas la mienne, comme toujours. Et puis, il faut voir l'ambition des deux gars, renouveler les formes narratives, penser les lois d'un monde utopique post-capitaliste, recueillir la parole de financiers avant-garde du prolétariat. Moi, je veux bien, mais vraiment, je suis arrivée là par hasard. Là, je veux dire à la salle des marchés. Je n'y comprends pas grand-chose de ce qui s'y passe. À la base, je suis juriste, pour rendre fier le paternel immigré-ouvrier, et j'aime écrire, c'est tout. Je n'ai rien demandé, je n'ai de chargé de clientèle, relationship manager, que le nom. Le plus clair de mon temps, avec mon binôme, Adri, on s'ennuie, on se back up,
On n'est pas corporate, on est compliant, même si c'est demanding. On fait des follow-up, des calls, on respecte des deadlines, on forward des mails, on fait des reporting, on surveille des trades, FX spot, forward fully, hedge swaps, fixed term deposits, securities lending, tranching, spreads, yield, rebalancing waivers. On organise des meetings, on répond à des surveys pour ne pas être en breach. On travaille avec des traders, on a des dossiers en stand-by, on tient un jour des contact lists, on prépare des webinaires, des slides, on share notre écran, on mute les micros, on give the floor, on wrap it up. Rien de marrant, je vous assure. Et je ne vous parle pas des tableurs Excel. J'en ai fait des cauchemars plus d'une fois. Puis BLR et TB sont mal tombés. À la faveur d'un alignement d'étoiles propices, tout se précipite. Le big quit, post-pandémie venu des États-Unis, déferle en Europe. J'amorce ma crise de la quarantaine. Le master de création littéraire de Paris 8 me fait sérieusement les yeux doux. Mon compte épargne-temps est surblindé. Ni une ni deux, au mi-temps de ma vie et de ce fameux atelier d'écriture, je claque madame. Ou plutôt, je demande une disponibilité. Je me décide enfin à écrire pour de bon et certainement pas en financier. Oui, je le confesse, je refuse l'obstacle. Ça, c'était il y a 1 an. Et voilà qu'aujourd'hui, tout recommence. Je me retrouve une nouvelle fois en porte-à-faux. BLR et TB me proposent gentiment de participer à cette journée d'études. Spéculation, virgule, narration spéculative / spéculation financière qui, je le découvre ahuri en lisant le programme, rassemble les plus grands noms de l'hyperfiction d'hier et de demain. Le gratin du panfictionnalisme dont l'œuvre, immense, subversive, invite à penser de nouveaux rapports entre économie et fiction. Emmanuel Pirer, Yves Citon, Elia Yash. Mais moi, vous l'entendez, je ne jure que par l'écriture de l'intime, une écriture faite de bout de moi, de bout de rien, de sensations à peine formées, un babil, un balbutiement, à hauteur de petite vie, qui réclame une vengeance hors norme, contre qui, contre quoi, je l'ignore. La seule chose que j'ai pour moi, c'est que celle qui a inventé le genre vient de remporter la Coupe du Monde. Je veux dire le Nobel de littérature. Sans elle, que j'imagine veiller sur moi, je me serais tout bonnement dégonflée. Ou peut-être que, plus simplement, BLR et TB ont trop bien réussi leur coup en me tendant hier la plume et aujourd'hui le micro. Ils ont semé ce trouble, ce déplacement nécessaire qui me fait me demander et pourquoi je ne serais pas aussi une femme de la finance ? Pourquoi ignorer ce pan de ma vie, plus de 10 ans dans le monde bancaire et financier ? Pourquoi m'y être sentie si à l'étroit, si peu moi ? Pourquoi renier, me sentir si incapable d'investir, de réinventer, de m'approprier ce savoir ? Je sens que je dois laisser à ces questions le temps de se déployer, le temps du mouvant, de l'imprévisible, le temps sourd de la création qui bat à son propre rythme. Et un jour, qui sait ? BLR et TB étaient donc confrontés à une réticence de leurs interlocutrices et de leurs interlocuteurs. Ceux-ci évitaient, voire refusaient, d'entrer dans le détail des chiffres, des techniques, prétextant tantôt la confidentialité, tantôt la complexité, tantôt même le manque d'intérêt qu'ils ressentaient pour leur propre matière. BLR et TB ont commencé à s'interroger sur la pertinence de leur méthode et de leur recrutement. Il faut dire qu'en parallèle à tous leurs échecs, la démarche de BLR et TB produisait des effets insoupçonnés. Les salariés de la grande banque avec lesquels ils écrivaient de la fiction démissionnaient comme des mouches. La financière, par l'intermédiaire de laquelle BLR et TB avaient organisé leurs ateliers, a démissionné pour entamer un master art textile. Un deuxième financier s'est fait remercier de la banque dans laquelle il travaillait depuis 10 ans. Un troisième a pris sa retraite et s'est reconverti dans l'exploitation forestière. Le CDD d'un quatrième financier devrait prendre fin en 2023. Une cinquième financière a démissionné donc de la salle des marchés dans laquelle elle travaillait pour rejoindre le master création littéraire de l'université Paris 8. Des 8 financiers qu'ils avaient croisés dans leur aventure, seulement 3 restaient actifs. Taux de conversion 62,5%. En d'autres termes, BLR et TB attrapaient la parole de financiers repentis. Pour BLR et TB, c'était inacceptable. Inacceptable. Désormais, leur cible ne serait plus des financiers qui s'excusaient d'exercer leur métier, mais des financiers authentiques. Des vrais financiers redoutables, nantis, conquérants. Avec le recul, on peut presque se réjouir aujourd'hui que le parcours pour accéder à cette parole dominante ait été semé d'embûches. Pourquoi ? Parce que ces tentatives ratées ont fini par les convaincre que si la finance avait colonisé la littérature, l'inverse n'était pas vrai. La littérature était loin d'avoir colonisé la finance, et c'est à cette entreprise qu'ils allaient s'atteler.
BLR et TB ont alors décidé de prendre la tangente et de s'appuyer sur la notion de réalisme capitaliste définie par Mark Fisher. Référence délibérée au réalisme socialiste. Fisher identifie des caractéristiques communes aux fictions des années 2010. Des films de zombies à la saga d'exploration spatiale en passant par le roman postmoderne désabusé. Fisher remarque que ces fictions ont quelque chose de commun qui les distingue de celles des siècles passés, la croyance en l'immuabilité des lois capitalistes. Loi qui, en somme, constitue la traduction artistique du « There is no alternative » de Margaret Thatcher. Ce que j'entends par réalisme capitaliste, l'idée généralement répandue que le système capitaliste est non seulement le seul système politique et économique viable, mais aussi qu'il est impossible d'imaginer une alternative cohérente à celui-ci. Le plus désespérant, c'est que Fisher dresse le portrait du réalisme capitaliste, mais ne voit pas d'alternative au capitalisme. Le capitalisme s'est distillé jusque dans l'inconscient. Dorénavant, le fait que le capitalisme colonise les rêves de la population s'impose comme une telle évidence qu'il ne mérite même pas un commentaire. C'est ici que la démarche de BLR a de nouveau posé problème. Comment des fabulations de banquiers allaient-ils les sortir de ce réalisme capitaliste? Réponse avec une nouvelle méthode. Il ne voulait plus faire parler les financiers en les faisant écrire de la fiction, mais les faire parler en structurant le questionnaire sur des modèles de fiction. Ils ont fictionnalisé l'entretien lui-même. L'idée était de rassurer le financier par des questions lui rappelant ses mythes préférés, ce qui devait l'amener vers des chemins plus inattendus. Toutes les questions de l'interview seraient celles qu'un écrivain et un scénariste pouvaient se poser. Un certain type d'écrivain ou de scénariste, plutôt américano-centré, s'est alors inquiété BLR. C'est pourquoi BLR et TB ont ajouté à leur questionnaire des outils marginaux, des éléments fictionnels qui introduisaient de la dissonance, les marges définissant d'autant mieux ladite normalité, comme l'affirme Jean-Marie Schaeffer. De même qu'en biologie, médecine ou encore psychologie, l'étude des pathologies permet de mieux comprendre les situations normales, s'intéresser aux troubles du récit nous permet de comprendre certains aspects centraux des activités narratives humaines, ce que précisément l'étude des situations canoniques laisse dans l'ombre. Des dizaines de mails plus tard, leur rencontre avec le premier vrai financier a eu lieu chez Tipana, une adorable pâtisserie de luxe située à quelques pas du somptueux jardin du Luxembourg, où TB n'a pas manqué de goûter la meilleure madeleine de la capitale. Elle était un financier plutôt correct, il n'était ni un frère Lehman, ni un Bernard Madoff, mais il pouvait se targuer d'avoir échangé des mails de travail avec le JK de la SG, celle qui a perdu 4,9 milliards d'euros en 2008, si vous voyez de qui BLR et TB parlaient. Mais là encore, un problème s'était posé. Avant même leur rencontre, elle avait tenu à désamorcer l'importance de son statut. Je crains cependant que notre conversation ne dissipe les illusions que vous pourriez nourrir sur les métiers de la finance de marché et leurs acteurs. Certains imaginent des figures plus grandes que nature, habitant une réalité différente, porteuse d'une vision et d'un imaginaire singulier. La réalité est plus prosaïque qu'Aveat emptor. Cette attitude s'est accentuée lors de la rencontre. Alors que le questionnaire l'exhortait à se prendre pour le héros d'une fiction hollywoodienne, elle se définissait comme un simple ingénieur échoué dans le monde de la finance par une sorte de coïncidence. Il disait n'avoir ni le goût de l'argent, ni celui du pouvoir. Il refusait d'aborder les techniques des produits les plus complexes, dont ceux responsables de la crise de 2008. Il avait pour seule fierté d'y croire encore. De croire en quoi, se sont demandé BLR et TB qui pensaient enfin tenir quelque chose, un résultat scientifique. Croire au travail d'imagination, répondait-elle, en la nécessité de continuer à imaginer les outils mathématiques les plus sophistiqués. Intéressant, se sont dit BLR et TB. Continuer à y croire, malgré le désespoir croissant qui envahit la profession. Contrariant, se sont dit BLR et TB. C'est vraiment de la paresse intellectuelle. C'est assez déprimant. Là, je me suis trouvé dans des conférences où il y avait des gens de ma génération, c'est ça qui est terrible, qui disaient à des gens plus jeunes, point de vue modélisation, c'est bon, on a ce qu'il faut. Par contre, non, mais voilà, faut essayer de calculer les choses plus vite, faut optimiser, etc. Et moi, je leur disais, mais non, mais tu manques d'imagination, c'est juste ça, en fait. En fait, des choses, il y en a plein à faire. Et quand je parle de choses, c'est pas des contributions epsilonesques argilées, non, c'est des questions de base. En résumé, même lorsque BLR et TB parvenaient à accéder à une parole financière, celle-ci se dérobait, comme si cette même parole niait sa propre existence et du même coup sa propre responsabilité. Et si la finance était comme l'horizon, si elle reculait sans cesse à mesure qu'on s'en rapprochait sans se laisser saisir, une perspective intellectuellement séduisante mais idéologiquement désespérante. C'est alors qu'ils ont découvert le concept d'accélérationnisme. Un concept aussi ancien que le marxisme, réactualisé dans les années 2010 par Alex Williams et Nick Cernek dans leur manifeste.
Le manifeste revendique l'usage des techniques capitalistes les plus en pointe dans la lutte contre ce système. Nous déclarons que les modélisations économiques sont nécessaires à rendre intelligible un monde complexe. La gauche accélérationniste doit s'alphabétiser dans ces domaines techniques. Plutôt que d'être contre les nouvelles technologies, BLR et TB préféraient se placer tout contre elles. Plutôt que d'être contre la finance, se placer tout contre elle. Plutôt que d'être contre le capitalisme, se placer tout contre lui. Ils se mettent alors en quête d'idées sur la place de la fiction dans la pensée accélérationniste. Et ils trouvent quelque chose d'intéressant en la personne de Patricia Reed. Si Williams et Cernek ont raison de promouvoir l'usage des techniques capitalistes dans la lutte contre le système capitaliste, affirme Patricia Reed, ils ont tort quant à leur approche des technologies, car le capitalisme n'est pas ou plus le monstre froid et rationnel que la pensée moderne a construit. Il se nourrit au contraire de spéculation et de fiction, y compris dans son cœur battant, le secteur financier. Autrement dit, si Williams et Cernek ont raison de s'insurger contre la tendance du mouvement anticapitaliste, ils ont tort d'abandonner la fiction à ces deux tendances, car il doit bien exister, pour reprendre Mark Fisher, qui lui-même reprend Margaret Thatcher, une alternative à l'absence d'alternative. C'est dans cette perspective que BLR et TB auraient tendu la plume et le micro à des financiers. D'un côté, ils donnaient la consigne d'inscrire les techniques financières dans les créations de fiction. De l'autre, ils structuraient leurs interviews par une mise en fiction, techniciser la fable et affabuler les récits de techniciens. In fine, l'ambition de leur démarche était la suivante. Imaginer une pratique accélérationniste de la fabulation spéculative. Inventer une méthode pour fictionnaliser le réalisme capitaliste. Face au réalisme capitaliste, les voilà qui proposent le fantastique capitaliste. Le fantastique capitaliste. Concept transitoire ou définitif? Mystification intellectuelle ou avancée majeure? Comment le savoir? Par une journée d'études, a proposé TB. Bonne idée, a répondu BLR. Il faut créer notre communauté spéculative. On commencera par le collectif RYBN qui mène des enquêtes transdisciplinaires et produit des dispositifs artistiques sur les algorithmes de trading haute fréquence ou l'architecture de l'économie offshore. Cette invitation sera arbitrée par le binôme d'artistes Rafa Roussel qui mène une double recherche-création, l'une sur la mutation des pratiques photographiques, l'autre sur les milieux de création à partir de l'usage des technologies numériques. Le poète et doctorant Gabriel Estera, co-organisateur de cette journée, proposera une performance, un rapport d'enquête poétique à partir de la titrisation financière. Fabien Muniesa exposera sa vision d'une finance parano en observant les mélanges de millénialisme et de conspirationnisme au cœur du capitalisme financier. L'enquête sur ces formes de discours paranoïaques expose les sous-jacents délirants des conceptions ordinaires de la finance. L'entretien sera arbitré par Théo Bourgeron, sociologue de la finance, auteur de 2 romans et d'un essai intitulé « La finance autoritaire », et Fabrizio De Filippi, 4e co-organisateur, qui rédige une thèse sur les imaginaires technologiques du futur. Une écrivaine et un écrivain viendront spéculer sur leur rapport à la finance. Emmanuel Pirer présentera son livre « Féerie générale » sorti en 2012 aux éditions de l'Olivier, prix Médicis, livre écrit pendant la crise financière, selon ses propres dires, à un moment où il était chaque jour visible que sa force de déstabilisation était sans commune mesure avec la stabilité du réel. Mathieu Larnaudy présentera, lui, Les Effondrés, publié en 2010 aux éditions Actes Sud. Le roman dresse un instantané aussi dense qu'éclairant de l'après-crise de 2008. Ces 2 entretiens seront encadrés par Alexandre Perrault, enseignant-chercheur à Bordeaux 3 et grand spécialiste du récit financier. Ensuite viendra l'auteur et financier Eli Ayash avec The Blank Swan qui tente de renouveler la pensée du marché en écartant le consensus qu'il y a autour du calcul statistique et affirmant ne pas trouver meilleur moyen que de le comparer avec le média de la création d'œuvres littéraires. L'entretien sera introduit par une courte présentation du travail d'Eli Ayash et quelques réflexions de Boris Leroy. La session sera ensuite menée par Yves Citon, qui est l'un des acteurs les plus actifs des études portant sur les interactions entre économie et littérature. La journée se terminera par une session hybride avec une artiste et un universitaire. Patricia Reed est la co-autrice du Manifeste xénoféministe, un livre traduit dans une vingtaine de langues, dont le français aux éditions Entremonde en 2020, et d'un chapitre critique dans The Accelerationist Reader que nous avons déjà évoqué. Aris Comporoso-Satanasiou vient de publier Speculative Communities chez University of Chicago Press, un essai qui part de la spéculation financière pour parler de spéculation narrative et d'expérience politique. Ces travaux seront discutés par Laurane Travali-Chanal, doctorante à Artex sur les manifestes féministes, et Yves Citon. Enfin, les pauses déjeuner les pauses café et le déjeuner seront servis au cours d'une performance culinaire de Frédéric Boquet, performeur, et Marine Martin, scénographe, dans l'amphithéâtre. Et entre 12h15 et 13h15, si tout va bien, la librairie Les Maupassants d'Aubervilliers vendra également les livres des intervenantes et des intervenants dans le grand hall de la MSH. Voilà.
Merci beaucoup pour avoir attendu cette présentation. Et je ne sais pas l'heure qu'il est. Est-ce qu'on a le temps de quelques questions? Alors, on a très peu de temps parce qu'on voudrait essayer de tenir le... Mais est-ce qu'on pourrait quand même prendre une ou deux questions avant d'enchaîner avec RYBN? Merci. Sur non, non. Ah oui, il y a eu un extrait. Non, 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 on a commencé... Il y a eu d'autres lieux avec d'autres interviews, oui, absolument enregistrées. Là, on est en cours et on voudrait produire un podcast avec justement qui serait un peu à l'image de cette errance avec plusieurs interviews. Oui, absolument. Merci. Déjà, bravo pour votre présentation et pour cette journée d'études. Ça s'annonce passionnant. Moi, j'avais une question sur la manière dont les financiers, justement, ont accepté de venir vers vous. Est-ce qu'ils vous ont donné les raisons pour lesquelles, dans la dernière phase, donc, quand vous avez cherché donc, les financiers les plus durs, comme vous le dites, est-ce qu'ils vous ont expliqué pourquoi ils ont accepté de faire ce travail avec vous? En fait, je pense que... dans notre recrutement, il y a beaucoup c'est surtout des personnes qui sont intéressées par nos démarches d'une manière ou d'une autre ou qui évoluent auxquelles on a accès d'une manière ou d'une autre. Donc il y a souvent justement, on capture beaucoup de financières, de financiers en fin de parcours, que ce soit des gens qui sont sur le point de partir à la retraite ou qui se sont fait licencier ou qui ont envie d'autre chose. Donc c'est quand même à ça qu'on a accès. Et il y a tout un pan de notre présentation qu'on a un peu... qu'on n'a pas présenté pour manque de temps, mais en fait, on se rend compte que les secteurs les plus agressifs de la finance, on va dire, les secteurs de la finance les plus récents, les hedge funds, etc., on n'arrive pas à avoir accès à ces gens-là. Et les gens qui gagnent vraiment des millions d'euros, etc., ou qui sont vraiment au cœur et qui sont vraiment très convaincus de ce qu'ils font, on a plus de mal à avoir accès, et c'est généralement des gens qui sont un peu entre deux. S'il n'y a pas d'autres questions, on va enchaîner donc avec la prochaine session.